Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Environ 1,2 million de Namibiens sont appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. La grande nouveauté de ce scrutin est l'utilisation pour la première fois en Afrique de machines de vote équipées d'écrans tactiles. En Côte d'Ivoire, le comité du contrôle du FPI, le Front populaire ivoirien, valide la candidature des deux candidats en lice pour la présidence du parti. Pascal Affi-N'Guessan et l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo seront départagés lors du 4e congrès du parti du 11 au 13 décembre à Abidjan. Le Maroc accueille la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme, un événement qui constitue une plateforme pour discuter notamment des droits de l'enfant ou encore de la femme, en plus d'autres problématiques non résolues depuis la conférence de Vienne des droits de l'homme. Premier scrutin électronique en Afrique. Les Namibiens sont appelés aux urnes ce vendredi pour des élections législatives et présidentielles. Grande première sur le continent, les isoloirs des bureaux de vote sont dotés de machines équipées d'écrans tactiles. Les autorités affirment que les résultats seront plus rapides et plus fiables. À l'inverse, l'opposition craint des pannes ou des fraudes. Marina Vanier. C'est une nouveauté en Afrique. La Namibie organise son premier vote électronique. Environ 1,2 million de personnes sont attendues ce vendredi 28 novembre lors des scrutins du pays. Autre innovation particulière de la Namibie cette fois, le pays connaîtra un double scrutin. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le même jour. Pour l'occasion, 4000 bureaux de vote ont été ouverts sur l'ensemble du territoire. Ils sont dotés d'isoloirs équipés de machines aux écrans tactiles. Les responsables électoraux espèrent que cette avancée technologique suscitera un intérêt important pour l'ensemble du continent africain. La décision d'envisager d'acquérir des machines de vote électroniques a été principalement basée sur des défis et des expériences que nous avons eues des élections et la manière dont nous gérons nos scrutins. Le changement provoquant des inquiétudes, 3 partis d'opposition ont intenté un recours en vue d'un report des élections. Ils dénonçaient un risque de trucage avec la nouvelle procédure. Des craintes refutées par les autorités du pays. Les votes électroniques ont la particularité de ne pas avoir une trace écrite. La question du suivi écrit est fondamentale, mais je pense que tous les partis qui se plaignent maintenant auraient amplement pu le faire plus tôt auprès du gouvernement ou à la Cour, au lieu de venir demander un report 2 jours avant l'élection. 9 candidats s'opposent à la présidentielle. Pour des observateurs, le Premier ministre H. Gengob est un favori pour reprendre le rôle du président Pohamba. En cas de victoire, la SWAPO, parti au pouvoir depuis 1990, sera donc reconduite. Les résultats officiels devraient être annoncés ce dimanche 30 novembre 2014. Je vous le disais en titre, 2 candidats pour le poste de président du FPI en Côte d'Ivoire. Le comité de contrôle du Front populaire ivoirien a vérifié et a validé la conformité des dossiers des 2 candidatures de Laurent Gbagbo et celle de Pascal Affi-N'Guessan. Les précisions de Marina Vanier. Laurent Gbagbo, candidat à la présidence de son parti depuis La Haye. La candidature polémique du fondateur du Front populaire ivoirien a été validée ce mercredi par le comité de contrôle. L'ex-président actuellement détenu par la Cour pénale internationale sera officiellement en course pour le scrutin interne du parti. Cette décision intervient suite au recours de l'actuel responsable de parti Pascal Affi-N'Guessan, espérant ainsi invalider la candidature de Gbagbo déposée par son fils Michel et les responsables fédéraux. Affi-N'Guessan qui a lui-même déposé le 12 novembre sa candidature à sa propre succession. Ces 2 candidatures semblent confirmer la division au sein du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire. Relativement à la crise au FPI, ça ne devrait pas beaucoup changer les positions, puisque c'est en connaissance des causes que les uns et les autres avaient pris leur position. Pour les uns, pendant qu'il est là-bas, il faut lui donner un moyen supplémentaire de pression en le mettant à la tête du FPI. Pour d'autres, au contraire,
Il faut confirmer Assimi Nguessan pour lui donner l'occasion de mener le combat en sa faveur. Donc au sein du FPI, ça n'a pas changé grand-chose et on ne sait pas si ça changera quelque chose. À la veille de la tenue du 4e congrès du FPI, cette double candidature sera au centre des débats. Le verdict des patriotes du FPI sera connu dans quelques jours lors du congrès du parti prévu du 12 au 14 décembre à Abidjan. Une rencontre déterminante pour l'avenir politique du parti. Ce qu'on constate là, c'est ce qui arrive souvent dans des partis politiques, en l'occurrence en Afrique, qui sont incarnés par une personne, le fondateur, et à qui tout le monde doit allégeance. S'il est battu au futur congrès, je pense que le parti va aller à volo puisque dans ce cas-là, l'élection présidentielle qui se profile, qui sera candidat, ça signifie la mort à petit feu, lentement et sûrement du Front patriotique ivoirien. Une guerre de succession à la tête d'un parti déjà fragilisé par des poursuites judiciaires de plusieurs membres. Emprisonné depuis bientôt 3 ans à la CPI pour soupçon de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo sera jugé le 7 juillet 2015. Des experts indépendants des Nations Unies recommandent des sanctions ciblées à l'ex-président centrafricain Michel Diotodia. En mai dernier, le Conseil de sécurité avait déjà sanctionné l'ex-président François Bozizé, le coordinateur des milices anti-Balaka, Lévi Yakété, et le numéro 2 de l'ex-coalition rebelle Seleka, Noureddine Adam. Les précisions d'Ibrahima Ndiaye. L'ancien président centrafricain Michel Diotodia pourrait faire l'objet de sanctions des Nations Unies. C'est ce qui ressort de recommandations d'experts de l'Organisation des Nations Unies. L'ex-chef d'État est en effet accusé de torpiller le processus de transition politique en Centrafrique. On peut dire que l'étau se resserre autour de l'ex-président Diotodia. Les experts des Nations Unies, lorsqu'ils font une telle proposition, c'est qu'il y a un début de commencement de preuve. On peut en donner deux lectures. Soit il y a des infractions dont on commence à avoir des éléments et on ne souhaite pas que les éléments de preuve disparaissent. Donc il s'agit de prendre des mesures dites conservatoires et la mesure qui a été prise est de cet ordre-là, en tout cas qui est demandée est de cet ordre-là. Il s'agit de geler des avoirs et d'interdire tout déplacement. L'Organisation des Nations Unies, dans une résolution datant du 28 janvier 2014, réclamait un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour l'ancien président de la transition, Michel Diotodia. Pour l'instant, M. Diotodia n'est pas poursuivi, que je sache. On est dans cette phase-là. Mais il y a aussi une lecture politique possible qui consiste à lancer un message à tous les acteurs de terrain pour dire que les Nations Unies sont fermement décidées à poursuivre les personnes qui seraient soupçonnées d'avoir commis des infractions ou soupçonnées d'avoir commis des crimes en République centrafricaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait également pris des sanctions en mai 2014 contre 3 autres responsables centrafricains, dont l'ancien président François Bozizé, un responsable des milices anti-Balaka et une autre figure de la Seleka. L'ancien président Michel Diotodia vit en exil à Cotonou, au Bénin. Et conséquence de ces troubles politiques toujours en Centrafrique, le pays est suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil a rappelé en outre les dispositions de la déclaration de Bamako, stipulant que pour préserver la démocratie, la francophonie condamne les coups d'État. Pour rappel, le président centrafricain François Bozizé a été renversé par la coalition Seleka le 24 mars dernier. Écoutons à ce propos la réaction d'Antoinette Montaigne, conseillère à la présidence. Ceci étant, la situation grave de la République centrafricaine peut aussi justifier qu'on y fasse un peu plus attention dans la mesure où le régime issu du coup d'État du 24 mars a cessé par l'élection par le Conseil national de transition de Madame la Présidente, chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, le 20 janvier 2014. Donc, il y a eu une évolution sensible de la gestion de la gouvernance. Le pays a été dans une situation particulièrement difficile avec un État totalement effondré. Madame la Présidente de la Transition a fait un travail colossal de remise en état des embryons de l'État. Donc il y a autant d'efforts qui ont été faits, mais ces efforts auraient pu aller plus loin si nous n'avions pas eu des difficultés persistantes et aggravées sur le plan de la sécurité. Et donc nous sommes vraiment
on attend d'interpeller par un cri de détresse de la population centrafricaine l'ensemble de la communauté internationale pour nous aider sur la question de la sécurité dont dépend tout le reste de la transition et le futur de la République centrafricaine. Les défenseurs des droits de l'homme sont en conclave à Marrakech, au Maroc. Le Forum mondial se poursuit jusqu'à ce dimanche 30 novembre. L'objectif principal est de promouvoir un espace de dialogue public sur les droits humains à l'échelle internationale. Les principales avancées et les défis en la matière seront débattus. Marina Vanier. Ouverture ce jeudi 27 novembre du Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech, un rendez-vous mondial des défenseurs de droits de l'homme et de décideurs politiques. Objectif, créer un espace d'échange pour une meilleure universalisation des droits de l'homme. Venus de tous les continents, les responsables politiques, mais aussi les organisations de droits de l'homme, veulent remettre au cœur des relations internationales les droits de l'homme comme une priorité. Prévu jusqu'au 30 novembre, ce forum, qui en est à sa deuxième édition, connaîtra la présence d'éminentes personnalités, sans oublier la pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Plus de 150 activités sur des problématiques traditionnelles des droits de l'homme, comme par exemple les droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté d'expression, mais aussi des problématiques émergentes, comme par exemple les droits de l'homme des personnes âgées, le monde dans l'entreprise et les droits de l'homme. Il y a de plus en plus d'initiatives sur cette problématique, ou par exemple les grandes échéances sur l'environnement. 30 rencontres thématiques sont prévues à ce forum. Le choix du Maroc est symbolique. Le pays entend s'imposer résolument sur la scène internationale en matière de promotion des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, c'est toujours bon de l'aborder, même si on peut ne pas être d'accord sur la forme ou on peut ne pas être d'accord sur le contenu. Mais il faut rappeler que dans la région du Maghreb, pas uniquement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, c'est une question qui a été souvent entourée parfois d'interdits, de questionnements, de remises en cause, d'accusations, etc. Et là, je crois qu'il y a une nouvelle conjoncture politique, conjoncture également stratégique, géostratégique. Il y a beaucoup de changements dans la région arabe. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie avec un processus électoral. Et tout ça fait que la question des droits de l'homme devient de plus en plus, plutôt de moins en moins tabou. C'est-à-dire qu'on peut parler des libertés, qu'on peut parler des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, etc. Parce que la question des droits de l'homme est une question complète. En décembre 2013, le Brésil organisait le premier Forum mondial des droits de l'homme. Le royaume chérifien a été choisi pour l'édition de 2014, l'Argentine devant accueillir la 3e édition du Forum en 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.